Excusez-moi pour le retard. On rencontre des clients des fois qui sont avec tard. Je me présente rapidement. Donc, je suis programme manager chez Tata Consultancy Services. Voilà, je n'arrive pas plus parce qu'on n'est pas là pour présenter nos entreprises respectives, plutôt pour parler du contenu. Et donc un sujet sur lequel donc on travaille depuis plusieurs années, c'est la gestion des portefeuilles applicatifs et plus précisément dans les points de douleur qu'on peut rencontrer dans les portefeuilles applicatifs, en tout cas dans la gestion des portefeuilles, c'est l'optimisation de la valeur. Alors sur lequel il y a plusieurs leviers d'action, mais un des plus courants, en tout cas, peut-être le moins couramment mis en place, mais celui qu'on rencontre le plus souvent, c'est la possibilité de rationaliser le portefeuille applicatif. Voilà. Donc, je l'ai amené un petit peu en trois temps parce que c'est un terme quand même qui est assez précis, qui peut être pris souvent dans le mauvais sens. Donc, quand on parle de rationalisation, en fait, par exemple, je suppose que vous travaillez dans le service. Donc, pour vous, le terme rationalisation, vous l'employez pourquoi, par exemple? Je l'emploie pas, je pense, parce que j'arrive pas bien à... C'est pour ça que je viens vous écouter, parce que je ne vois pas bien les méthodes. Moi, je suis plutôt consultant en architecture, donc mon rôle, c'est plutôt de concevoir. Et pour moi, la rationalisation, ça passe par la mise en place d'une méthode, mais c'est plus pour les nouveaux projets. C'est pas, je ne suis pas du tout, j'interviens pas pour une critique d'un patrimoine qui est déjà existant. D'accord, très bien. Est-ce que quelqu'un a déjà travaillé sur des sujets de rationalisation? Oui. Oui. Rationalisation de budget. D'accord. Donc concrètement, en fait, quelles sont les métriques que vous essayez de changer pour parler de rationalisation de budget? Donc je suppose qu'on va peut-être parler de coût global, de dépenses, ou enfin, un type de TCO, ce genre de choses qu'on va essayer de rationaliser. Donc, aujourd'hui, quand on va parler de rationalisation de portefeuille applicatif, on va parler de deux choses. Une qui est assez simple à visualiser et sur laquelle on peut mettre une valeur qui n'est pas forcément, en tout cas, efficace à mettre en place, mais qui est très visible en tout cas à montrer, c'est la réduction du nombre d'applications. Ça c'est le premier, mais ce n'est pas sur celui sur lequel en fait il faut mettre le focus. C'est là où peut-être le danger. Le deuxième point, ça va être réellement sur les coûts, mais ça ne va pas être sur la réduction du coût global en lui-même, ça va être sur la façon dont on va pouvoir optimiser l'utilisation de ces coûts. Voilà. Et donc là, on va réellement parler de rationalisation. Donc on ne parle pas de réduction. Voilà, juste pour faire la différence. Et donc c'est bien là le sujet d'aujourd'hui. Alors je vais juste revenir sur une petite image que j'avais la dernière fois pour ceux qui n'étaient pas là. C'est qu'en fait, on va se trouver historiquement dans les entreprises. Là, je m'en place là, on va tous intervenir, ou on est tous dans les entreprises sur lesquelles il va y avoir un vécu. Le vécu, c'est quoi? Le vécu, c'est simplement que vous avez des nouveaux clients, des nouveaux produits à mettre en place. Donc, il y a des équipes business utilisateurs qui vont vous dire j'ai besoin de tel type de fonctionnalité ou de telle application. Donc, vous mettez en place ces applications, les fonctionnalités vont un peu évoluer, etc. On rajoute des modules, et ainsi de suite. Et par contre, il y a une chose, moi, que pour l'instant, je n'ai systématiquement jamais vue en début de projet d'intégration ou d'implémentation de solutions, c'est de prévoir la date de décommissionnement de l'application. Alors je ne sais pas si des personnes ont déjà vu dans des plans de mise en place de dire telle application aura 4 années de vie, et dans 4 années, on prévoit de la retirer ou de la remplacer. Alors pour l'instant, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu ça après, a posteriori, au bout de 10 ans, on se dit, bon, cette application-là, qu'est-ce qu'on en fait? Mais on se pose la question qu'après. Et par contre, entre-temps, on ne s'est pas demandé, mais dans les 5 années là qui viennent, est-ce que réellement j'avais une vraie valeur à conserver cette application ou pas? On se pose souvent la question beaucoup trop tard.
Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on vit dans les entreprises. Et l'image que j'en ai aujourd'hui, c'est un petit peu quand vous faites de la cuisine. Alors, je ne parle pas d'application, mais on va parler simplement, vous prenez de la farine, de l'eau, peut-être des œufs, mais juste de la farine et de l'eau, ça suffit. Ça, vous faites juste des petites spaghettis. Voilà. Il suffit de faire cuire, c'est-à-dire on attend un petit peu que le temps passe, voilà, on fait monter un peu la sauce. Et à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? C'est un formidable plat de spaghettis. Ce qu'on en voit, c'est que quand vous servez, c'est très bon, ça sent bon, c'est très goûtu. Mais que si, effectivement, vous essayez d'analyser ce qu'il y a à l'intérieur, vous vous dites, ah bah, il suffisait quand même de quelques ingrédients, de quelques minutes de cuisine, pour concevoir quelque chose d'aussi complexe. Et aujourd'hui, en fait, la difficulté que l'on va avoir quand on va être DSI ou responsable de portefeuille, etc., c'est qu'au niveau utilisateur, ça peut paraître très simple, ça peut paraître très sympa, etc., mais que quand vous êtes au milieu de ce portefeuille, je prends juste un exemple, c'est par exemple pour un des clients là, dans le secteur de l'assurance sur lequel on est intervenu, le portefeuille applicatif, c'est entre 3000 et 5000 applications, selon la façon dont on va les compter. Voilà. Et donc pour chaque application, en plus, vous avez des fonctionnalités un peu différentes, etc. Donc voilà le type de complexité aujourd'hui dans lequel on va se trouver. Et vous, au milieu de ça, on vous dit, demain, alors telle application, elle fait quoi? J'ai regardé dans mes listes, dans mes fichiers, etc. Et on vous dit, bon, demain, tu me dis, je voudrais savoir si on ne peut pas réduire le budget des applications sur tel secteur. Alors je me mets au défi en une journée d'arriver sur, même sans application simplement, de dire tiens, cette application-là, on pourrait effectivement ou les remplacer, etc. Proposer une solution en 24 heures, ça me semble plutôt compliqué. En tout cas, pour l'instant, j'ai vu personne qui était capable de le faire. Pourquoi? C'est simplement qu'un portefeuille de 3000 5000 applications, il est impossible de pouvoir le connaître autant en profondeur pour pouvoir décider si rapidement. Donc aujourd'hui, on est un petit peu là, et maintenant, la difficulté des entreprises, c'est qu'il y a un effet de bord qui est maintenant très visible, c'est au niveau de la rémanence des fonctionnalités initiales, qui sont après, en tout cas, très dures à faire évoluer, parce qu'on va se retrouver effectivement avec des demandes de budget qui ne vont pas être très opportunes, c'est-à-dire qu'on va demander à développer de nouvelles fonctionnalités, etc., alors qu'on a déjà un coût de maintenance de l'application qui est là, et on vous dit à la fin, ça coûte tout ça, simplement, et on n'utilise que ça. Et ça, aujourd'hui, c'est la vraie réalité en fait, du portefeuille quand vous discutez avec un responsable de portefeuille voilà, dans un grand groupe ou même dans une grande PME, c'est qu'au final, il vous dit, moi les utilisateurs, dans toutes les applications qu'on a, finalement, je m'aperçois qu'ils utilisent que ça. Ils utilisent 20 à 30% simplement de ce qu'on leur fournit. Et de l'autre côté, vous dépensez quand même les 70% de maintenance, etc., de support qui sont, ou de licences qui sont nécessaires à faire tourner juste la partie émergée de l'iceberg. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Donc je ne vais pas continuer plus là-dessus. Maintenant, je pense que aujourd'hui dans les grands groupes, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ce sujet-là, de dire on va réduire les coûts, etc. Mais ce que l'on constate, par contre, et ça c'est encore un vrai constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que la plupart des entreprises qui se posent la question, par elles-mêmes, je dis bien par elles-mêmes, n'arrivent pas à résoudre le problème. Alors, ça c'est un fait. Après, si quelqu'un a un exemple un peu différent, je dis après, avec l'aide effectivement de consulting extérieur, d'expériences diverses, etc., ils arrivent à faire avancer des choses, mais pas au point en fait d'avoir vraiment mis en place une vraie rationalisation. Ça va être effectivement une certaine optimisation sur certains aspects, mais on ne parlera pas de rationalisation dans ces cas-là. Alors par contre, donc, ils n'y arrivent pas. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un fait particulier aujourd'hui qui va arriver lorsque vous vous retrouvez à gérer ce type de portefeuille, c'est que vous êtes pris de tous les côtés par des parties prenantes qui ont toutes des intérêts différents. Alors vous avez les équipes techniques qui, elles, essaient de faire en sorte que ça fonctionne, et souvent c'est pas un gros combat.
Vous avez des utilisateurs qui sont toujours à la recherche de nouvelles affaires, de nouvelles opportunités, etc., et qui vous demandent constamment des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles solutions. Ils vous disent ah, il faut que existe telle solution, même sur open source, etc., qu'on peut mettre en place. Voilà. À côté, je sais qu'ils l'ont fait, ça marche bien. Voilà. Vous avez un directeur financier qui vous dit oui, ben bon, au niveau du budget, ouais, mais quand vous voulez dépenser ça, une nouvelle application, oui, bon, combien ça coûte, etc. Il faut passer dans les process d'achat, etc. Vous avez les managers, en tout cas les middle managers sur lesquels posent certaines responsabilités et qui vont faire en sorte d'essayer de prouver à chaque fois qu'il y a du ROI, il y a de la valeur à mettre en place de nouvelles solutions ou des nouveaux projets. Et tout ça, ça fait que toutes ces personnes-là, elles ont des demandes pratiquement contradictoires. Donc, pour arriver demain à mettre en place une solution globale qui satisfasse toutes ces personnes, c'est pratiquement impossible en fait de le faire tout seul, en tout cas sur un court terme. Je ne dis pas que sur 5 à 10 ans, on arrive à diplomatiquement mettre en place des consensus, et puis, voilà, de faire prendre une décision à tout ce monde. Mais en tout cas, voilà, c'est pour expliquer le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui se retrouve tout seul à gérer ce type de portefeuille, il n'arrive pas en fait à mettre en place quelque chose qui permette de rationaliser tout ça. Et donc là-dessus, je vais revenir sur mon exemple de tout à l'heure. Donc on était sur un client de l'assurance qui avait donc plusieurs milliers d'applications. Alors, je prends juste cet exemple-là parce que je pense qu'il est assez parlant sur l'optimisation qui peut être faite quand on mène la démarche jusqu'au bout. Voilà. Ce qu'on va rencontrer aussi, c'est des démarches qui commencent et qui souvent s'arrêtent. Alors s'arrêtent souvent parce qu'il y a des cycles au niveau des entreprises qui peuvent être tant au niveau des business plans que des niveaux de développement, que des mouvements personnels qui font que très souvent ce type de projet peut se mettre en attente ou simplement s'arrêter pour reprendre quelques années plus tard. En tout cas, quand la démarche va vraiment jusqu'au bout, en fait, ce qui va se passer, donc ce groupe-là, il a à peu près 40 millions de clients à travers le monde. Et on part initialement donc d'un groupe d'applications de 1500 applications. 1500 applications au début, donc on démarre, on fait un assessment, on fait une analyse, on fait de la migration, de l'intégration, de la réduction, de la réarchitecture, et au final on se retrouve avec moins de 300 applications. Donc ça, je dirais, c'est le premier critère. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Parce que c'est très parlant, un DSI pour lui, c'est en tout cas quelque chose qu'il va mettre en avant quand vous lui dites votre portefeuille est réduit de 1500 applications à 300 en 3 ans. Donc ça, c'est quelque chose au niveau de son comité qui peut montrer, et c'est important pour lui, qu'il ait quelque chose comme ça de simple à pouvoir expliquer pour défendre ce type de projet. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est pas parce que vous avez moins d'applications que vous dépensez moins. Et ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde. En tout cas, quand vous en parlez à un responsable technique, quand il réfléchit un peu, il dit c'est pas parce que vous avez moins d'applications. Si vous remplacez 3 ERP par 2 SAP, le coût ne sera pas réduit. Ce qu'il faut vraiment voir derrière, c'est que finalement, on est passé. Non, je ne peux pas citer le budget, pardon. En tout cas, il y a eu une économie sur le budget IT de 160 millions d'euros la première année où on a réussi à consolider le portefeuille. Voilà. Donc là, vous avez le ratio, 1500 applications, réduction de 160 millions d'euros annuels. Voilà. Auquel vous allez rajouter 40 millions d'euros qui sont des budgets liés, donc pas forcément gérés par l'IT, mais qui sont des budgets qui vont être par exemple sur de la licence qui était achetée par des services annexes, de support, de formation, etc., de personnel, qui étaient simplement dédiés à faire de la saisie ou autre, etc., dans les applications. Donc à cela, vous rajoutez en plus 40 millions d'euros, et c'est toujours bien pour les services annexes de leur dire, vous voyez, vous aussi vous faites des économies. Voilà. Donc ça, c'est pour vous dire un petit peu, en tout cas, en termes de rationalisation,
ce qu'on peut être fait quand on mène la démarche jusqu'au bout. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Sinon, on pourra peut-être... sinon, après, il y aura une petite séance de questions-réponses. Oui, quand même. Mais est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que vous pourriez préciser la notion d'application? Je suis un peu de la vieille école, mais en fait, l'application avance, pour moi, c'était la gestion des stocks, Oui. par exemple. Et il me semble que dans votre approche, il y a un nombre important d'applications. Alors, est-ce que vous pourriez bien la cerner? Parce que, est-ce que c'est une application au niveau d'un service? Est-ce qu'au niveau d'un groupe de personnes, etc. Parce que dans une entreprise, 3000 applications, ça me semble énorme, même si c'est une application importante. Oui, tout à fait. Alors, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, pratiquement tous les grands groupes, en fait, ont un responsable, en tout cas, un gestionnaire de portefeuille applicatif. Donc, ce qui fait que quand on va parler d'application, en fait, nous, on va toujours s'aligner sur la définition qui existe au sein de l'entreprise. Donc, globalement, ce qui est admis et... merci pour le ce qui est admis, il y a... Ce qui est admis quand vous avez un portefeuille applicatif, hein, c'est que la personne va simplement vous fournir, ça c'est valable à peu près partout, et ça va donner la définition. Oui. Elle va vous donner un ID. Après, il faut faire attention à ce qu'il y a derrière cet ID. Elle va vous donner généralement un nom, on passe le descriptif, et elle va vous donner un soft. Voilà. Donc, pour nous, ce qui est le plus important, c'est ça. Et derrière, on va essayer de comprendre ce soft qui correspond à une instance de l'application, d'une application, ou ça correspond effectivement à un groupe d'instances d'application. Ça peut être simplement, par exemple, vous pouvez compter du SAP avec des modules installés en plusieurs applications. Ah oui. Ça, c'est possible. Du coup, la personne va mettre plusieurs ID. Ou elle vous en met un seul, et puis elle dit à l'intérieur, les modules installés. Voilà. Donc là-dessus, moi je ne vous dirais pas que la définition qu'on a nous, c'est celle qu'il faut retenir. Par contre, quoi qu'il arrive, si je parle d'application, ce sera celle qui existe au sein de l'entreprise dans laquelle on va travailler. Et d'ailleurs, on fait juste attention à ça, parce que c'est là-dessus qu'il y aura une grande différence. J'avais une question un peu annexe, c'est que de plus en plus, il y a de l'architecture, la notion d'application, elle disparaît. Les architectures quotidiennes, en fait, on a des services qui se causent les uns aux autres. Et du coup, moi j'ai renoncé chez mes clients à leur dire c'est quoi une application. Oui, tout à fait. Alors est-ce que ça veut dire que quand vous avez des services, c'est pareil, pour vous ça serait une ligne, à partir du moment où votre client décide qu'un service il a un indice, il est normalement un peu indispensable, ça veut dire que vous considérez que chaque service est une application. Oui. Alors en termes opérationnels, pour moi, une application, c'est quand même une entité qui va être capable, quand vous l'arrêtez, de ne pas arrêter les autres. Sinon, c'est la même, hein, pour moi. Voilà. Et de façon complémentaire, il y a un responsable d'une application par rapport à l'organisation de l'entreprise? Alors, il y a toujours un nom, en tout cas. Oui. Alors maintenant, je ne vous dis pas que le nom qui est là à côté, c'est quelqu'un qui existe vraiment, qui va répondre à vos questions. Oui. En tout cas, généralement, vous avez toujours un nom. Sur le papier. Ça répond à votre question, en tout cas? Voilà, donc juste pour résumer l'exemple, donc une réduction en tout cas de 80% après 3 ans et demi du nombre d'applications. Et un autre point sur lequel je reviens tout à l'heure, donc une réduction des coûts, mais surtout en fait à l'intérieur un déplacement des budgets à l'intérieur du budget IT. Donc juste un petit point aujourd'hui, c'est en fait tout à l'heure je vous ai dit, la plupart des groupes ont un gestionnaire de portefeuille et très souvent, en tout cas ils ont des objectifs de réduction des coûts, mais très rarement ils démarrent ou ils arrivent à démarrer un projet de rationalisation.
Alors en fait, il faut se poser les premières questions. Alors, la question qu'on se pose, effectivement, pour les consultants, c'est pourquoi, parce que c'est là qu'on va aider. C'est que premièrement, déjà, si vous faites un état des lieux, aujourd'hui, vous allez interroger vos clients, etc. Et vous leur demandez simplement cette petite chose. Et voilà, version. Vous dites, est-ce que vous savez à quelle date ça a été mis en place? Tout à l'heure, vous disiez le nom, etc. Voilà. Et que déjà, si vous demandez ça, vous êtes persuadé que dans 50% des cas, vous allez attendre 6 à 12 mois. C'est que de toute façon, si vous n'avez pas ça, c'est certain que vous ne pourrez pas faire grand-chose. Il faut toujours vous dire, on va essayer de réduire les coûts, mais sur quoi? Tant que vous ne savez pas sur quoi vous travaillez. Et le point de départ, déjà, c'est là. Déjà, avec ça, vous éliminez 50% des cas. Ils ne peuvent pas démarrer. Maintenant, les autres 50%, le début de la démarche est très facile. Donc en général, quand ils l'ont, ils démarrent tout de suite. C'est que là-dedans, en fait, ils vont tout de suite voir qu'il y a des petits regroupements. Donc on va voir, tout à l'heure, je disais, c'est un très bon exemple parce que généralement, ça marche bien. Voilà, il y a plusieurs SAP qui sont installés pour la finance, donc on ne va pas les regrouper, etc. Donc là, voilà, on va parler que... Hop. Voilà, on a plusieurs finances sur des versions différentes, donc on va tous proposer de passer sur la même version qui est de regrouper tout le monde. Très bien. Donc ça, c'est le début de la démarche, donc ça, c'est facile à faire. Ça, c'est la première partie, c'est le début de l'analyse, je dirais. On est là, et pour l'analyse, ça, tout le monde sait faire. Par contre, on arrive tout de suite à un premier accueil, c'est de se dire, mais votre analyse, là, elle sert à quoi? Qu'est-ce que vous voulez à la fin, la finale? Donc, c'est là où c'est un petit peu contradictoire ou schizophrénique, c'est que les personnes vont vous dire, on est l'objectif de réduction des coûts, et finalement, généralement, ils vont traduire ça par réduction du nombre d'applications. Or, comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que vous réduisez le nombre d'applications que vous allez réduire les coûts. Premièrement, parce que l'opération de réduction de nombre d'applications, elle a un coût. Si vous voulez décommissionner une application, si vous voulez la migrer, si vous voulez fusionner des applications ensemble, vous allez dépenser de l'argent. Donc, ce n'est pas tellement cette question-là qu'il faut se poser. C'est toujours celle d'après. Ici, alors, il y en a qui aiment bien parler de ROI. Alors, je trouve ça un petit peu dangereux. Voilà. Donc nous, quoi qu'il arrive, on préfère parler de business plan. Alors, parce que tout à l'heure, et là, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le point le plus important pour nous. Ça ne va pas de dire on va réduire votre TCO global, possession globale de tant de milliers ou de millions d'euros. Parce que finalement, quand vous questionnez les gens, vous demandez un petit peu réellement ce dont ils ont besoin, ils vont vous dire mais c'est parce que nos utilisateurs ne sont pas satisfaits ou parce qu'il y a des réductions de budget. Voilà. S'ils ne sont pas satisfaits, le fait pour moi de réduire le budget IT, ça ne répond pas à la question. Voilà. Après, on va vous dire il y a des réductions de budget. La réduction de budget, vous trouvez dans ce problème-là, vous dites réduire le budget, mais il va falloir que je dépense de l'argent pour réduire le budget. Donc, les personnes vont toujours vous justifier en vous disant oui, mais parce que moi je parle de ROI, et donc en fait sur 3 ans, je sais que je vais économiser, etc. Mais là, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Parce que on en est ici, en fait, cette situation, parce que toutes les personnes ont toujours raisonné, et donc ça, c'est ce que vous devez obtenir du résultat de l'analyse. Pour moi, c'est la première étape. C'est que l'analyse ici du portefeuille, vous vous dites qu'il y a tant d'applications qui coûtent tant, etc. Donc vous faites votre analyse, et vous devez identifier un lot d'opportunités. Voilà.
Et c'est vraiment là où les choses se compliquent, c'est que les personnes s'arrêtent là souvent en disant ici il y a du ROI, hop, c'est bon. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait après? Après déjà on a fait ça, c'est bon, et puis là en fait on n'arrive pas à finir ce qu'on a commencé. Donc avant de faire la suite, et la suite malheureusement c'est 1 an, 2 ans après. Donc pendant ce temps-là, les choses elles ont continué à évoluer. Il est rare que pendant 1 an il n'y ait pas de nouvelles applications qui se mettent en place. Donc ce que vous avez enlevé d'un côté revient de l'autre. Donc la chose ici qu'on va réellement essayer de mettre en place avec les équipes, c'est une chose qui va montrer que le budget que j'avais ici c'est de la maintenance. Donc on va dire, donc là je vais mettre correctif, évolution. On va dire simplement. Voilà, alors là, je n'ai pas été représentatif parce que généralement on fait du 20 à 30% ici. On va simplement identifier les opportunités qui vous permettent de déplacer votre budget de correctif en évolution. Et donc, sur un portefeuille global, si on a une bonne image complète, c'est-à-dire qu'on ne restreint pas trop à certains domaines, etc., 20-30% c'est la moyenne. Pourquoi? Parce qu'on essaie de prendre en compte la réalité de la chose. C'est que dans ces applications-là, il y a quand même un lot de fonctionnalités à fournir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'optimiser ce qui est réellement utilisé pour que ça coûte le moins cher. Donc ça veut dire que la maintenance est moins chère et que les évolutions, on les fait payer en plus. C'est-à-dire qu'on permet en tout cas d'avoir plus d'évolutions annuelles. Avant, là, vous étiez obligé de courir après le budget, de dire pour des évolutions, il faut que je demande un budget supplémentaire. Vous allez finalement piocher dans ce que vous allez économiser dans les correctifs, dans le budget de maintenance quotidien. Et donc ça, c'est ce qu'on essaye de montrer. Et c'est ça le final dans l'objet du business plan qu'on essaye de montrer. Est-ce que c'est... Voilà, donc on ne se contente pas de ça. Ça, c'est des petites parties, on va montrer à l'intérieur. Donc tout ça, ça va être à l'intérieur de ça. Donc on verra comment vous y arrivez. Simplement parce que donc, nous, on vous a pris tout ce qu'on a analysé en tant qu'opportunité. On vous les classe, etc. On vous les a regroupés. Et là-dedans, donc il y a une feuille de route. Qui va vous permettre d'arriver à ça. Et ça, en fait, c'est réaliste. Ça, c'est réaliste. Parce que ce qui consiste à dire simplement, c'est que on va faire ça, et puis comme ça on aura économisé 10%. C'est pas réaliste parce que les 10% que vous avez économisés là, vous les redépensez après. C'est ça la réalité de la chose. Par contre, si vous restez toujours sur la vue globale, et c'est là où effectivement on parle vraiment de rationalisation de portefeuille, l'objet qu'on traite, sur lequel on travaille, c'est toujours le portefeuille. Donc on ne sent pas juste de 10 à 20 applications. Là, on ne travaille pas sur le portefeuille. Donc les impacts, les effets de bord qui sont faits quand vous enlevez l'application, du coup, il faut faire évoluer les autres applications, etc. Donc vous pouvez réduire un endroit, mais vous augmentez dans les autres. Donc il faut toujours garder la vision globale, et là, on peut parler de rationalisation de portefeuille. Voilà. Alors pour la feuille de route, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, je pense que c'est... Comment on est sûr qu'on a le coût complet? Alors ça, c'est une question que je pensais avoir à la fin. Bon, excusez-moi. Mais non, mais c'est vrai. Je vais commencer tout de suite. Peut-être que je finirai la réponse à la fin. C'est en tout cas, pour être franc, généralement, en début, quand vous questionnez un client, ou une entreprise, ou un DSI, il ne vous donne jamais son vrai coût. Il donne du coup que lui il imagine, ou qu'il veut bien vous donner. Donc déjà ça fait pas mal de limitations. Et donc après c'est par l'expérience que vous pouvez extrapoler. Et donc là il y a toujours en tout cas une part de probabilité à mettre en place. C'est toujours avec un taux de confiance de 80-90%. Vous extrapolez à ce qui est le vrai coût global du portefeuille.
Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, le coût global, finalement, c'est vous qui l'évaluez. Il ne vous est jamais donné. En tout cas, on vous donne les éléments pour l'évaluer. En tout cas, c'est les éléments qu'il faut récupérer. Voilà, est-ce que ça répond Tu reviendras tout à l'heure. sur le comment on fait? Après, le comment on fait, c'est... voilà, après, donc, la chose dont je voulais vous parler ce soir, c'est la feuille de route. Parce que la feuille de route, c'est un élément assez particulier de ce type de programme. C'est en tout cas une chose auquel il faut faire assez attention. Parce que les constats d'échec, en tout cas que l'on voit, ils sont également là-dessus. Alors je vous disais tout à l'heure pourquoi. C'est parce qu'on va se contenter juste d'isoler une partie, se concentrer là-dessus sans le reste. C'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est une première raison. Et la deuxième, c'est parce que les personnes vont prendre la feuille de route dans l'ordre inverse. Et l'ordre inverse, en fait, c'est quoi? C'est que généralement, quand vous arrivez pour une refonte de portefeuille, et déjà le mot refonte, c'est mauvais signe, c'est qu'on va vous parler d'architecture. Donc généralement, ce qu'on vous présente, c'est on a un projet de refonte, on voudrait refaire l'architecture, et avec ça, on pense gagner de l'argent. Alors, ouais. Ça vous parle? Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc malheureusement, pour ceux qui avaient une bonne démarche au début, qui commençaient, etc., et là, ils démarrent, ils mettent les pieds dedans. Alors en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que quand vous êtes là, donc la feuille de route, là, elle a flèche dans ce sens-là, mais je vais la reprendre dans ce sens-là. Quand vous êtes ici, votre feuille de route, donc je vais passer l'analyse parce que c'était là, en tout cas je vais mettre juste avant, je vais le rappeler. Ok, vous démarrez par l'analyse. Après l'analyse, ce que vous allez faire, c'est d'essayer, je vais écrire en français, déjà de voir ce que vous pouvez éliminer. Alors je dirais éliminer, mais à petits coups. Il y a toujours des applications qui sont plus ou moins isolées, sur lesquelles il y a 10 utilisateurs. Voilà. Donc, si ce n'est pas une application clé critique, qu'elle n'a pas un fort taux d'adhérence, qui a 10 ou 20 utilisateurs qui vont discuter, bon, déjà ces opportunités-là, on va les mettre en début de pile. Et généralement, à 50%, il y aura une décision qui sera prise pour les enlever. Après, les autres 50%, ils passeront pour la suite. Après, vous allez faire du re-engineering. Mais après. Par contre, j'ai plus la place. Voilà. Et une fois que vous avez fait des refontes, des upgrades, etc. d'applications, vous allez passer à l'architecture. Alors, est-ce que quelqu'un voit pourquoi on va procéder comme ça? Pour ceux qui étaient là au mois de décembre. Bon, donc, en fait, oui. Non? En fait, la réponse, elle est juste là. C'est là où je disais, nous, ce qui nous intéresse, c'est le business plan. C'est qu'une feuille de route qui vous coûte ça, il n'y a personne qui la signera. Voilà. Même si à la fin, vous dites, oui, mais au bout des 4 ans, vous allez avoir des 160 millions d'euros, et vous dites, bon, bah, ça vous en coûtera 200 millions. Avant que quelqu'un la signe, il va falloir faire des tours. Puis, à mon avis, les 2 ans, ils sont déjà passés. Donc, en fait, pourquoi on procède comme ça? C'est parce que ici, vous allez juste identifier quels sont les coûts de retirer des petites applications. C'est pas énorme. Voilà. Donc ici, vous allez évoluer sur des périodes de 3 à 6 mois. Okay. Sur des petits coûts. Et à la fin, vous dites, vous allez retirer ces applications-là. Donc vous avez économisé tout ça. Tout ça, c'est en moins dans votre budget. C'est en moins dans votre budget. Moi, ce que je vous propose, c'est que ça, on va le dépenser sur la phase suivante. Et donc là, vous faites des lots.
Et là, vous dites, bon, on a fusionné les applications, on a optimisé les fonctionnalités, donc vous allez économiser ça. Et maintenant, avec ça, moi je vous propose de financer votre projet d'architecture. Ça fait boule de neige. Voilà. Et là, le projet d'architecture au final, il a coûté 0 €. Et ça, tout le monde le signe. C'était le plus important pour moi. Voilà. Et donc, au final, réellement, ce que la personne voit, c'est d'une part, effectivement, elle se dit « Ah, j'ai économisé ça, mais quelqu'un qui aurait fait simplement ça, il m'aurait montré la même chose. » Mais en plus, vous lui dites « Oui, mais en ce moment, vous avez économisé ça, mais vous n'avez rien dépensé. » Et donc ici, on peut toujours travailler sur des budgets sur lesquels il n'y a pas besoin de faire intervenir toutes les parties prenantes. Hein. Vous avez toujours des paliers de budget sur lesquels il y a des circuits de décision qui peuvent être plus ou moins lourds ou longs. L'intérêt ici, c'est d'une part d'évoluer sur du court terme. C'est-à-dire sur du court terme, vous allez impliquer vos parties prenantes. Donc ils voient quelque chose, tous les 3 ou 6 mois, il y a quelque chose qui se passe. Tous les 3 ou 6 mois, il y a une application en moins ou une application qui a évolué, etc. Donc il y a des choses qui se passent. Et puis d'autre part, vous êtes toujours sur des budgets qui restent raisonnables. C'est-à-dire que psychologiquement, vous n'allez pas les prendre à la gorge, parce que tous les trimestres, en tout cas tous les 6 mois, ils ont des comptes à rendre, en tout cas à leur directeur financier ou à leur manager. Sur ça, une dépense qui va dépenser plusieurs dizaines de millions d'euros, ce sera très difficile à vendre à la fin de l'année. Donc s'il n'y a pas de dépenses, c'est tout bon pour eux. Si en plus, à chaque report mensuel, les trimestriels, au comité de direction, de pilotage, etc., ils ont quelque chose en plus à montrer, et ben pour eux, c'est également, en tout cas, une très, très forte valeur ajoutée, en tout cas, par ce type de processus. Voilà. Vous avez des questions là-dessus? Oui, j'aimerais bien être sûr de ce que vous mettez derrière le terme d'engineering, parce que je reviens à la partie essayer de diminuer la maintenance corrective. Effectivement, si on décommissionne des applis, donc effectivement, on n'aura plus à les maintenir, donc à les corriger. Par contre, le réingénierie, très bien l'influence du réingénierie sur une baisse de la maintenance corrective, parce que l'ingénierie, vous entendez donc redéveloppement d'applications, de nouvelles livraisons. En fait, on sait que quand on remet des choses en service, au départ, la courbe de maintenance corrective, en fait, c'est une hyperbole inversée, c'est là que ça commence. Ce que je me demande, c'est comment on peut éviter que les dépenses de maintenance corrective n'augmentent pas après un régime. Ouais. Alors en fait, la chose dont je n'ai pas parlé ici, ce dont j'avais parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que au fur et à mesure qu'on va avancer dans le processus, ici, on va faire moins 80% des applications. Et les moins 80%, on ne les fait pas à la fin. Ici, on va faire du moins 30. Là, ici, on va faire du moins 25, du moins 20, du moins 30. Et après, là, ce sera donc le restant. Donc ça veut dire que déjà ici, quand vous faites un re-engineering ici, on ne parle pas du tout du même nombre d'applications. Si vous faites un re-engineering de 4 modules SAP, c'est pas pareil que faire le re-engineering d'un seul. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de retirer tout ce qui ne sert pas derrière pour faire simplement le re-engineering sur des parties qui sont raisonnables. Voilà. Et donc à ce moment-là, quand on fait le re-engineering, on termine le processus. Alors je dis pourquoi on termine le processus. Par exemple, là, je vous prends l'exemple. Vous avez là, SAP, puis ça va être quoi? Ça va être pareil. Une autre version. Vous allez dire simplement, bon, j'en vois une qui n'est pas utilisée, donc celle-là, premier temps, on va pouvoir l'enlever sans difficulté. Par contre, les deux autres, c'est plus dur parce que effectivement, il y a des adhérences sur d'autres choses, etc. Donc si on les refait, ce sera ensemble. Donc celle-là, ça va être traité dans la deuxième partie. Donc le but de ce ingénierie, ça va être, c'est ce que vous disiez au début, d'avoir plus d'une seule version.
J'ai du mal à coller le terme de ingénierie avec SAP. Et pour moi, par définition, ne peut pas être... Oui. Voilà. Bon, je sais qu'il y a des gens qui... On peut effectivement dire que le parcours SAP, c'est de l'ingénierie, mais bon, on peut aussi faire du développement spécifique avec SAP, mais si on a deux versions de SAP différentes, je vois pas comment on peut appliquer le terme ingénierie, mais je peux même comprendre ce que vous entendez par là. Ça fait tout simplement, là j'en ai un qui est hébergé sur un serveur X, l'autre sur le serveur Y, et qu'un seul serveur au final. Voilà, donc c'est aussi le but de la chose, c'est qu'ici on va essayer de travailler toujours sur des entités raisonnables, pour que dans les 6 à 12 mois maximum, en tout cas, on arrive à terminer la phase. Parce que si vous essayez de faire ça dès le début, généralement, en plan d'architecture, quand on vous le présente sur papier, c'est 3 ans. Donc ici, au final, je vous dis simplement, c'est que si vous le prenez au final, vous avez bien fait les étapes d'avant, votre plan d'architecture, c'est 1 an et demi, 2 ans maxi, et vous êtes pratiquement sûr qu'il ira au bout par contre. Parce que quand vous avez réduit le portefeuille de 50 ou 60% juste avant, derrière, les personnes, voilà, elles voient exactement sur quoi elles travaillent, sur des entités qui sont opérationnellement réalisables. Voilà, il reste combien de temps? Alors pendant que je branche le retour, juste pour vous montrer un petit slide de méthodo qui ne sera pas facile à expliquer oralement. J'avais présenté au mois de décembre juste les 7 péchés capitaux de la rationalisation. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc en tout cas, oui, c'est juste pour vous énumérer en tout cas, les 7 cas que nous, on a rencontrés le plus couramment, et qui sont les cas d'échec. Hein, je vous ai déjà cité quelques-uns, des cas d'échec qu'on peut rencontrer en cours de route. Donc le premier écueil, c'est celui en fait, du champ de mine. C'est que quand vous arrivez déjà à voir cette image-là, et que vous l'analysez un petit peu, vous apercevez que derrière, une application, c'est un groupe d'utilisateurs, c'est un groupe support, des fois groupe maintenance, support, etc. En plus, il y aura ceux qui s'occupent du hard, ceux qui s'occupent du soft, ceux qui s'occupent du réseau. Il va y avoir derrière des responsables commerciaux, régionaux, etc. Alors déjà, quand vous prenez une application, vous avez tout ça, forcément dans le lot, vous en aurez toujours un qui sera plus ou moins réticent, est-ce que ça change, est-ce qu'on lui enlève des choses, etc. Et donc l'image qu'on a de ça, nous, c'est parce que quand vous essayez simplement de mettre la main là-dedans et essayer de faire bouger les choses, en fait, c'est comme si vous étiez dans un champ de mine. Et le plus grand danger de ce type de projet, c'est que vous allez avoir de très bonnes intentions au début. Voilà. Par contre, si vous n'avez pas bien analysé la situation initialement, vous allez démarrer par quelque chose qui vous semble intéressant, etc. Mais il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, ça ne va pas bien se passer, et malheureusement, ces personnes-là, quand vous allez démarrer le groupe suivant, c'est les mêmes. Et donc la fois suivante, ils vont vous dire, attendez, ça fait la deuxième fois que vous faites la même chose. Voilà. Et donc vous allez passer dans des circuits de décision, d'escalade, etc. Et ainsi de suite. Donc quand on parle de 1500 applications, il y a quand même de l'eau qui coule sous les ponts. Et quand vous avez des personnes comme ça qui commencent à freiner un petit peu le process dès le début, vous êtes certain que de toute façon vous ne dépasserez pas la première année. Et c'est ce qui se passe généralement aussi, c'est pourquoi les personnes s'arrêtent sur une ou deux opportunités de ROI initialement, c'est qu'ils aperçoivent que c'est déjà tellement compliqué de réussir ça, qu'ils ne vont pas essayer de mettre d'autres en parallèle. Ça ne marchera jamais. Donc, simplement, celle-là, c'est que ici, vous êtes sur un terrain très dangereux, et que ce qui est très important, c'est que vous arriviez dès le début à impliquer positivement vos parties prenantes. Quand vous impliquez positivement, c'est pas leur dire oui, mais on va y arriver, etc. C'est leur montrer que vous y arrivez. Voilà. Donc, les 3 premiers mois, les premiers 6 mois, ils doivent voir quelque chose. Ils doivent voir que ça fonctionne. Voilà. Il ne suffit pas de leur dire, parce que tout le monde leur dit. C'est pas la question. Mais par contre, ils doivent voir quelque chose. Donc, si vous démarrez par quelque chose comme ça au début, ça veut dire que votre 6 mois, ils vous ont lâché. Ils disent, bon, bah,
travaillez de votre côté, on va voir comment ça se passe, mais simplement vous avez besoin d'eux pour les kick-offs, pour les workshops, machin, etc. Et donc s'ils ne sont pas convaincus, puis qu'en plus vous leur faites perdre leur temps dès le début, ça n'avancera jamais. Donc par contre, si vous identifiez des petites opportunités comme ça au début sur lesquelles ils peuvent être impliqués, et puis ils voient qu'en s'impliquant, ils ont réussi à faire avancer la chose, vous pourrez les garder jusqu'au bout. Voilà, donc la première image, c'est celle-là, c'est celle du champ de mine. Donc attention là où vous mettez les pieds, il faut avoir une bonne cartographie de la façon dont ça fonctionne. La bonne cartographie, c'est de voir ce qui est enterré dessous. Deuxième écueil, c'est tout à l'heure, donc vous parliez du coût global, et en tout cas celui qu'on rencontre en tout cas systématiquement, c'est sur ce que les personnes pensent comme étant le budget de l'IT. Ce sont tous les coûts cachés, donc ceux sur lesquels effectivement ils n'ont pas ou de méthode ou d'outils ou d'expérience pour pouvoir analyser des coûts complémentaires. C'est simplement, par exemple, vous avez des applications qui vont tourner en complément sur des serveurs, qui vont être maintenant utilisés ou utilisés par 2-3 personnes. Elles vont créer 0 à 1 ticket par an. Donc les personnes vous disent, donc ça ne coûte rien, celle-là on ne s'en occupe pas, etc. Voilà. Sauf que le jour où moi j'ai besoin de décommissionner le serveur, je dis on enlève cette appli, ils disent non, parce qu'il y a quand même un tel qui l'utilise, etc. Il y a quand même quelque chose qui existe, donc c'est quelque chose qui existe, c'est qu'il y a quand même un coût derrière. Donc le coût, c'est pas ce que les personnes utilisent, c'est combien ça vous coûte. Hein. Si cette application-là, le fait de la décommissionner, ça vous coûte tant d'heures de travail, tant d'heures d'ingénierie, etc. pour la migration d'un serveur, c'est qu'il y a un coût. Voilà. Et donc, ça fait partie, en tout cas c'est un exemple, des coûts cachés, qu'ici on va réévaluer, et généralement c'est déjà fait. En tout cas, c'est 20 à 30% de ce qu'on nous annonce initialement. Et là, je ne parle pas en tout cas des ERP sur lesquels généralement ce qu'on vous vend, c'est pas. Voilà, parce que ce ne serait pas diplomatique de présenter tout ce que le troisième écueil, c'est au niveau de l'analyse ici. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit ROI. Alors, pourquoi nous on ne se contente pas d'un ROI? Parce que le ROI générique, c'est coût-bénéfice. C'est ça. Hein. Oui. Or, ici, ça n'a pratiquement pas d'intérêt. Parce que notre intérêt, c'est pas de faire un bénéfice ici. Notre intérêt, nous, c'est de faire un bénéfice ici. Et pour faire le bénéfice ici, le plus important, c'est que vous arriviez à passer les étapes. Et c'est ça le plus important. Ici, vous savez, c'est très rapide en fait à faire, hein, que vous embêtez l'application, vous économisez temps, bon voilà, ça, toute personne qui va avoir un petit peu d'expérience sur les applis, etc., saura le faire. Par contre, le plus important, c'est de voir quels sont les freins ou les risques qui font que si vous voulez vraiment mener bien cette opération, quels sont les éléments dont il faut tenir compte pour que ça réussisse. Et donc si le ROI ne vous intéresse pas tellement, le ROI va nous intéresser pour faire une évaluation au final de comment pouvoir dépasser les budgets, etc. Mais ce qui nous intéresse principalement ici, c'est d'évaluer pour chaque opportunité quels sont les risques qui vont faire qu'on ne plante pas le programme global. Le quatrième écueil, c'est au niveau de l'analyse. Donc ici, si on regarde, je disais tout à l'heure, on va faire une analyse de ça. Simplement, si vous prenez un business analyst traditionnel, lui, vous lui donnez une application comme ça, vous lui dites, bon bah là-dessus, effectivement, on a un peu de documentation, donc je pense que c'est un cas assez générique, avec on passe d'un fournisseur à un autre, etc. Et vous lui dites, est-ce que tu veux faire un reverse engineering ou une doc fonctionnelle de ça, etc. Et donc, moi, dans ce que je vois, c'est que vous demandez ça à un business analyst ou même à 2-3, sur une application sur laquelle il y a 100, 300, 400 utilisateurs, ça va lui prendre un petit peu de temps. En tout cas, ça va pas lui prendre 2 jours pour faire une analyse de l'application. Donc ça va lui prendre quelques mois. Donc vous dites, moi je vais faire une analyse de ce portefeuille-là dans lequel il y a 1500 applications. Donc là, faites le petit comptage, il y a combien de jours à passer pour sortir ça? Vous en avez plusieurs millions.
Et donc la question c'est qu'en fait, ici ce qu'on vous demande c'est pas de faire une analyse traditionnelle. Hein. On vous demande simplement de faire une identification des opportunités. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Par contre, pour faire ça, il faut s'assurer que vos données soient bien celles qui sont annoncées. Il faut compléter par les données dont on a besoin pour réellement identifier ce type d'opportunité. Voilà. Par contre, savoir exactement que ce type de fonctionnalité est lié à tel autre, et qu'en cliquant sur l'écran, ça fait ça, etc. Je dirais à ce niveau-là, on s'en moque. Là, on est au niveau programme. On n'est pas au niveau projet. Après, dans les projets, oui, dans les projets, vous allez budgéter. Vous allez dire, on va faire une analyse fonctionnelle ou rétro-fonctionnelle, etc. Voilà, ce sera budgété là. Mais de toute façon, pour les personnes qui ont un peu d'expérience de ces applications-là, ils vont vous dire, ici, il y a des risques que les fonctionnalités soient adhérentes ou pas, etc. Donc ça, c'est des risques. Par contre, on ne va pas passer de temps à les évaluer tout de suite. Hein. Voilà. On fait des hypothèses, il y a 45% de probabilité que ce soit effectivement un risque majeur ou autre, etc. Voilà, donc on l'évalue, ces risques que ça découvre. Par contre, dans le détail, on travaillera après. Alors le 5e écueil, c'est au niveau du plan, en fait. Parce que ce que la plupart des chefs de projet vont faire pour attaquer ça, c'est qu'il faut effectivement le considérer comme un projet. Je dirais, d'une part, ils n'ont pas tout à fait tort, parce qu'il faut fixer des limites, etc. Mais que le problème, en fait, de ce type de raisonnement, il est à deux niveaux. Il est d'une part, parce que ce n'est pas un projet. Voilà. Et puis, il est d'autre part qu'un chef de projet, quand vous parlez de projet, il va tout de suite commencer à mettre son propre modèle de raisonnement dedans. Donc un projet, on parle d'un projet, donc il y a un plan projet, voilà, vers un planning, une liste des tâches, liste d'activités, groupe de personnes, de ressources, etc. Voilà, et tout un tas de processus à mettre en place derrière, qui en fait n'ont pas tellement lieu d'être ici. Tout simplement parce que si vous commencez à faire ça pour déjà 10 à 20 applications, vous dites, alors pour ces applications-là, on va démarrer l'analyse avec la tel. Donc, tout à l'heure, je vous ai donné une petite image de ce que ça pouvait donner sur une application concrètement. Même si, allez, on va dire, on va faire une analyse qui va durer un mois ou 2 mois, voilà, on va faire un assessment qui va durer 2 mois. Derrière, vous avez entre 10 à 20 personnes par application qui vont intervenir. Alors, des fois, c'est les mêmes, hein. C'est certain. Et par contre, sur l'application, vous avez entre 10 et 20 personnes qui vont intervenir pour fournir leur expertise ou compléter certaines métriques, des informations, vérifier, etc. Voilà, ça c'est pour une application. Alors si vous commencez à faire ça pour 1500 applications, un chef de projet qui arrive à gérer ça au jour le jour, si ce n'est en tout cas en hebdomadaire, moi je veux voir. En tout cas, moi je veux voir le chef de projet, mais je veux surtout voir son plan. Et c'est là où est le problème. C'est que son plan, au final, il a minimum 500 000 lignes. Et moi, je ne vois pas comment on peut gérer ça. Voilà. Donc, ce n'est pas un projet, tout simplement. C'est juste un programme. Donc, ça veut dire qu'il faut garder une vision haute. Il y a une liste, effectivement, de macro-tâches qu'il faut gérer. Mais il n'est absolument pas utile de rentrer dans le détail. 6e écueil, c'est au niveau des tests. Et là, je vais rapidement. Le raisonnement traditionnel, c'est donc les tests à la fin du projet. Donc, on verra à la fin du projet. Donc, ce n'est pas un projet, c'est un programme. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il y aura une partie, en tout cas, qui sera relativement critique dès que vous allez démarrer. C'est que quand vous démarrez, quoi qu'il arrive, on vous demande de démarrer rapidement, toujours. Hein. Vous n'avez pas démarré encore c'est bon, là. Là, on a les ressources, vous pouvez commencer. Donc, la semaine prochaine, c'est bon. Voilà. Et quand on vous demande ça, aux autres parties prenantes, quand le temps va passer un petit peu, ils vont vous générer les mêmes fonctionnalités. Ils vont vous les régénérer, et donc des deux côtés, et donc, pour une application que vous allez supprimer, vous en avez deux qui vont repousser. Et c'est ce qui se passe au quotidien en fait, dans les portefeuilles applicatifs, et c'est pour ça qu'en fait, on se retrouve au final avec des quantités astronomiques. Hein. Je pense que l'utilisation d'application, c'est quelque chose qui n'est pas raisonnable du tout. Hein. En fait,
la question se poser, elle est bien sûr au niveau de la méthodologie, comment on fait pour revenir à un état normal, c'est-à-dire à une tête, mais elle est aussi à se dire derrière comment on fait pour que après donc il n'y ait pas des têtes qui repoussent. Et là, cette question-là, elle se pose beaucoup plus au niveau du fonctionnement interne, en tout cas ou de l'ADN de l'entreprise. C'est que donc les personnes, en tout cas, doivent trouver une autre méthode de fonctionnement pour mettre en place de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux produits. Voilà. En tout cas, il y a une gouvernance différente à mettre en place. Et donc ça doit se faire également en parallèle. Hein. C'est-à-dire qu'on n'attend pas la fin pour dire aux personnes maintenant c'est autour de la table et puis on va mettre en place quelque chose de nouveau. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur là-dessus ? Alors, je vais juste vous montrer rapidement quelque chose. Non, vous n'avez pas de questions particulières? Alors, je vais juste vous citer des petits chiffres qui sont intéressants sur la réalité du terrain. Donc ça, c'est des analyses Gartner Forrester que vous trouverez, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà ces fichiers enregistrés sur leur PC. C'est que, donc ça daté de 2012. Donc c'est qu'aujourd'hui, 75 à 90% des budgets IT, ce que je vous disais tout à l'heure, ne servent qu'à maintenir le portefeuille. Voilà, donc ça c'est la réalité. La personne vous dit je dépense tant dans mon IT, oui mais à quoi? Est-ce que c'est réellement utile? Donc 75 jusqu'à 90%, c'est-à-dire quand vraiment il n'y a jamais eu d'opération de fait, 90% du budget il sert juste à maintenir. Et tu as les coûts de production là-dedans? Tu as le développement et la production? Ou seulement le développement et maintenance? Alors, développement évolutif, Oui. c'est l'autre partie. Mais la production informatique, les équipes de prod, d'exploitation. En fait, je ne m'occupe pas tellement de quelle équipe, je m'occupe à quoi sert le budget qui est dépensé. Donc la même équipe peut développer des évolutions comme elle peut développer des correctifs. Par contre, c'est au final à quoi on l'adresse. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de nouveau? La question, c'est est-ce qu'il y a autre chose que le développement et la maintenance? Est-ce qu'il y a les coûts d'exploitation? Ah oui, tout à fait, oui. Est-ce que, oui, ce que tu donnais comme ratio, ça donnait l'impression qu'il n'y avait pas de coût d'exploitation? Non, si, ça compte tout ça. En fait, le terme anglais est beaucoup plus parlant parce que nous on parle de maintenance ou d'évolution, mais en anglais c'est run the business et change the business. Voilà, donc le terme est beaucoup plus parlant, c'est-à-dire que vraiment on dit bien à quoi est dédié le coût. Deuxième chiffre, intéressant lorsque l'on parle des opérations qu'on mène sur les portefeuilles applicatifs, c'est que donc, l'année dernière, en tout cas, en moyenne, 53% des dépenses IT étaient perdues en initiatives redondantes. Voilà. C'est-à-dire que, effectivement, vous apercevez que quand vous avez 4 applications qui font la même chose, on vous demande de développer un nouveau produit, vous dites ah bah alors si je développe un nouveau produit, il faut qu'on fasse une évolution ici. Mais il va falloir faire la même ici parce qu'effectivement il faut que les écrans soient alignés, etc. Et puis c'est plus là, il faut qu'il passe par l'autre. Voilà. Et donc juste pour une seule évolution, vous allez devoir faire évoluer toutes les applications qui finalement auraient pu n'en faire qu'une au final. Le troisième chiffre c'est 10 à 30%. Et c'est le chiffre que je vous ai cité tout à l'heure, en fait, c'est qu'ici, donc j'ai mis en moyenne 20%, et c'est que 10 à 30% donc des coûts IT peuvent être récupérés par la rationalisation du portefeuille. Voilà. Et ça, c'est bien un chiffre, effectivement, que recite Gartner et Forrester, donc constaté sur le terrain. Voilà, donc si vous voulez garder la big picture de tout ça, en fait, c'est que ici, on va travailler beaucoup sur les parties opérationnelles,
par exemple les opérations, les équipes techniques, la performance des applications et des systèmes. Donc l'objectif au final, c'est de réduire, en tout cas, de 20 à 30% les quality au niveau en tout cas de la maintenance. Mais c'est que derrière, en tout cas, on garde nos parties prenantes impliquées, celles qui ne sont pas techniques. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils s'aperçoivent très rapidement qu'au fur et à mesure que vous avancez, les lourdeurs que vous aviez précédemment, quand vous demandez une fonctionnalité, il fallait attendre 6 à 12 mois, des fois si ce n'est plus, pour l'avoir. Ici, ils s'aperçoivent qu'en fait, les délais se raccourcissent. Et que donc, le client que je vous ai cité tout à l'heure, parce que je vous ai cité donc dans l'assurance, il partait sur des cycles effectivement de 6 mois pour développer un nouveau produit, à 1 mois, en moyenne. Et 1 mois, ça parle. Quand vous avez à mettre en place un nouveau produit, on vous dit au mois de juin, à la rentrée, il nous faudrait ça. Ça suffit. C'est bon, vous êtes dedans. On peut faire travailler les personnes pendant l'été, mais... Voilà, je vais réeffacer. Je peux effacer? Voilà. Il manque juste la cale. Voilà, donc tout à l'heure, quand je vous parlais un petit peu des étapes qui vont permettre d'arriver jusqu'à la feuille de route, donc en tout cas il y a des étapes incontournables, hein, voilà, qui sont, donc, on aura le lancement, la découverte, les éléments qui étaient arrivés, peut-être les changements personnels aussi à un niveau qui font que va falloir présenter les choses un petit peu différemment. Donc celle-là, on ne l'oublie pas. Ensuite, toutes les choses qu'il va falloir regarder, tout à l'heure je parlais du portefeuille, mais c'est clairement pas suffisant, hein, c'est la matière de départ. Mais je vous disais, il faut faire attention à qu'est-ce qui est caché dessous, comment ça se passe, etc. Alors vous allez commencer à traverser le portefeuille, de part et d'autre, sur plusieurs axes. Hein. D'une part, quelle est la vision, la stratégie de l'entreprise, ça c'est important, parce que quand vous allez devoir présenter une feuille de route, voilà, sur 2 ou 3 ans, est-ce que ça correspond, c'est une stratégie, ça s'aligne avec la stratégie du groupe? Voilà, sur les 3 ans, ça c'est important à montrer au final. Les objectifs métiers, donc effectivement pas oublier. Les capacités requises en interne, hein, ça c'est clair. Si vous dites aux personnes, bon bah, oui on est capable effectivement de démarrer 50 applications là, mais vous apercevez qu'ici vous avez besoin de 300 personnes métiers pour démarrer et que vous proposez, on va dire 2 à 3 semaines pour l'initialisation. Je pense qu'il faut revoir un petit peu la façon dont vous avez évalué tout ça. L'architecture d'entreprise, est-ce qu'elle existe ou pas? Ça c'est plutôt la question. Et au niveau de la gouvernance IT, parce que très souvent, ce qui est sur le papier, ça ne correspond pas forcément à la réalité. Et donc ça, il faut en tenir compte. Pour être sûr de ne pas se tromper sur la façon dont on va présenter ou demander, parce que généralement ici, on a besoin d'avoir besoin des ressources pour récupérer l'information. Donc on va récupérer l'information de manière à l'obtenir rapidement. L'obtenir, on l'obtiendra toujours, mais il ne faut pas que ça se passe 6 mois après. Et donc là, les différentes chaînes qui permettent d'arriver à l'information sont souvent très différentes de celles qui existent sur le papier. Et derrière, ça, donc vous traversez pour sortir derrière donc des perspectives sur les axes, donc autant fonctionnels, c'est-à-dire une
fonctionnalité, vous allez merger fonctionnalités ou en éliminer, etc. Technique, vous allez proposer donc des versions cibles ou des uniformisations. Donc opérationnel, parce qu'il faut quand même donner un petit peu de visibilité dans la façon dont d'une part ça va se passer, aussi quels vont être les impacts sur les équipes ou autres. Hein. Donc là, il y a des détails qui ne sont pas toujours très sympas à montrer, mais il faut pouvoir en parler. Donc, ça c'est différent, mais il faut savoir en parler. Donc également financière, donc sur les choses dont je parlais tout à l'heure, donc on ne parle pas simplement de coût-bénéfice, hein, il faut montrer beaucoup plus que ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle, ce que j'ai raconté? Est-ce que ça vous donne une bonne vision de la façon dont ça peut se mettre en place? Moi, ça me donne l'impression qu'on est dans un processus agile, en fait. Le côté itératif et le fait de ne pas vouloir tout traiter en une seule fois, effectivement, d'être dans une démarche oui, qu'on peut qualifier d'agile. Oui, tout à fait. Et donc, mais quelles sont les équipes dans l'entreprise avec qui vous collaborez? Parce qu'il y a véritablement, peut-être que je perçois les choses, je ne suis pas du tout spécialiste, hein, mais il y a vraiment un souci d'évaluation et de validité de cette évaluation. Et alors, je dirais dans l'entreprise, quand vous avez des applications diverses et multiples, plus ou moins indépendantes, comment ça se passe avec l'entreprise? Alors, comment ça se passe, en fait, c'est que la première personne avec laquelle il faut démarrer, c'est le sponsor. Et après, vous descendez. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Donc l'approche top-down ne fonctionne jamais. L'approche top-down, c'est ce qui donne ça comme résultat. Donc avoir une approche down-top, en tout cas au début, voilà, pour mettre en place la gouvernance du programme, c'est l'approche qu'il faut avoir. Il faut démarrer par le sponsor, et avec lui, voilà, vous commencez à décliner un petit peu quels sont les différents interlocuteurs qui vont être nécessaires, etc., les endroits clés. D'une part pour récupérer l'information, aussi pour obtenir des décisions quand c'est nécessaire. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et au final, vous apercevez qu'au bout de 6 mois, vous avez été en contact, vous comptez toutes les personnes qui ont permis de travailler avec ça, vous êtes en contact avec pratiquement 10 à 20% d'entreprises. De manière directe ou indirecte, hein. C'est-à-dire que quelqu'un va vous dire j'ai récupéré l'info d'un tel, etc. Donc vous voyez que c'est pas lui qui a donné l'info, mais il y a eu besoin de, etc. Et donc au final l'information elle est toujours, mais ça c'est un constat générique, hein, l'information n'est jamais bien centralisée. En tout cas si elle est centralisée, c'est pas l'information qui nous intéresse forcément. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir quelle est la version qui tourne actuellement sur le serveur et est-ce qu'elle fonctionne bien ou pas. Donc généralement dans la doc on ne vous dit pas est-ce que ça fonctionne bien, ou les incidents, il faut demander un tel, etc. Puis vous disent ouais, bah, effectivement on a 4 arrêts cette année, mais c'est pas dans la même doc. Donc ça c'est pas. Et finalement c'est toutes ces infos là par contre c'est elles qui nous intéressent pour justifier derrière qu'il y a une opération qu'on peut mener. Ça a l'air d'être très pragmatique. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'approche projet. Dans ce cas-là, c'est pas la difficulté de l'approche projet, elle est très bien effectivement quand vous avez vraiment un objectif précis et traditionnel qui va être ou des commissions d'application, où on fait un reengineering, voilà, on fait une refonte, etc. Ça c'est du projet. Par contre, là ce dont on parle, c'est du programme, et donc quoi qu'il arrive, une bonne vision, c'est une vision simple. Sinon, vous êtes sûr qu'elle ne sera jamais réaliste. Et tu nous as dit la dernière fois, surtout, ne modélisez pas. Alors, est-ce que tu peux préciser ton point de vue par rapport à la modélisation? Les gens qui ont, enfin les entreprises qui ont des méga modèles faits avec méga ou autre chose, comment tu arrives chez eux? En fait, ça c'est une chose que moi je vais recoller aux autres projets en fait, même que ce soit n'importe quel type de projet, c'est que quelle que soit la méthodologie, l'important c'est de réussir son projet, mais c'est pas le plus important.
Je vais peut-être en surprendre quelques-uns avec ça. Non, c'est que moi, ce qui est important, c'est que la personne qui me demande le projet soit satisfaite. Et que ce que je vais constater pas 100% des cas, mais en tout cas une bonne majorité des cas, c'est qu'entre ce qu'elle avait demandé et ce qui l'a satisfait au final, on va arriver à 50-70%. Et donc les autres 30%, il ne faut pas se coller dessus, quoi. Il ne faut pas rester accroché en disant ouais, mais on avait prévu de faire ça, donc voilà, donc je vais le terminer, etc. Si la personne vous dit en cours de route, bah, finalement, j'en ai plus besoin, c'est pas grave. Et ce qui compte le plus, c'est que quoi qu'il arrive, elle voit ce qui se passe. Et donc là, c'est très important parce qu'en fait, j'envoie un petit peu le diagramme, mais c'est qu'on va être à des niveaux de décision qui sont relativement hauts. Donc des personnes qui ne savent absolument pas ce qui se passe en dessous. Et qui donnent de la visibilité, voilà. par contre ça. Et donc, quoi qu'il arrive, ce qu'elles entendent, c'est toujours les mauvaises nouvelles. Ah oui, d'accord. Ça, c'est... Et donc, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que quand vous démarrez, c'est que il y a des échos négatifs qui commencent à remonter. Parce que là, c'est le meilleur moyen d'avoir un no-go sur la phase suivante. Donc, quoi qu'il arrive, je dirais, ce qui est le plus important, c'est pas de montrer effectivement le plan projet avec tous les détails, de dire, bon, vous voyez, nous on a une méthodologie, etc. C'est clair, c'est précis, etc. Ce qui compte le plus, c'est que les différentes personnes qu'on implique dans le programme, au fur et à mesure, elles soient satisfaites de la façon dont ça se passe. Et donc ça, c'est tout à fait différent en fait. Et là, par contre, moi, je recollerai pratiquement à tous les projets. Alors des fois, effectivement, quand on est à un niveau opérationnel, il est important de montrer un plan. Voilà, parce que les personnes travaillent comme ça. Et effectivement, à un niveau qui va être opérationnel, il est important de rentrer en détail pour pouvoir donner des engagements, être précis sur ce qu'on demande, etc. Ça, c'est certain. Par contre, quand on va commencer à monter le niveau décisionnaire, c'est beaucoup moins utile. Ce qui semble être prépondérant, c'est l'évaluation de l'existant. Par rapport à la modélisation. On ne cherche pas à modifier ou à faire évoluer sur le plan des applications, mais on cherche à les mettre, à les évaluer avant tout, c'est ça? Non. En tout cas, c'est... Parce que la modélisation... Comment? C'est éliminatoire, c'est-à-dire que si vous avez mal évalué au début, de toute façon, vous ne passerez pas à la deuxième étape. Ouais, d'accord. Voilà. Et c'est généralement aussi, c'est là où les personnes s'arrêtent. C'est parce que si on se contente de ce qu'il y a dans les fichiers Excel, ou sur les wikis techniques, etc., vous êtes certain que 50% des infos ne sont pas bonnes. Donc vous allez démarrer, il n'y a pas de problème, tout le monde sait démarrer, ça, on sait toujours ouvrir la porte, etc. Par contre, après, savoir s'arrêter et bien s'arrêter, ça c'est autre chose. Et donc, pour moi, généralement, c'est un bon projet qui se termine bien, c'est un projet qui a bien démarré. Si vous avez passé le temps qu'il faut pour bien le démarrer, il se terminera bien. Si par contre vous avez passé juste un mois ou 2 semaines pour initialiser tout dans l'urgence, au final vous allez clore en 2 semaines beaucoup plus tôt qu'il fallait. Généralement c'est ce qu'on constate. Donc pour avoir une question, oui c'est certain que l'important c'est pas de se contenter de ce qu'il y a là, c'est de se contenter en tout cas des vraies infos, celles qui vont permettre d'apporter des vrais résultats. Parce que si vous vous contentez de ça, vous allez démarrer et puis vous apercevez que finalement la période effectivement d'initialisation du projet suivant qui devait être normalement sur 1 ou 2 mois, alors qu'en 4 mois, parce que toutes les infos sont fausses, et qu'on vous dit ouais mais il n'y a pas de savoir, finalement il y en a un troisième là qui n'est pas utilisé, s'il est utilisé, puis effectivement c'est en batch, donc c'était pas signalé ou autre, etc. Donc là tout de suite vous donnez une image négative dès le départ, ce dont je parlais tout à l'heure. Et là, vous êtes certain que la fois suivante, les personnes, elles ne vont jamais, en tout cas, elles ne vont jamais vous supporter de la bonne manière sur le projet suivant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est pas 20h30? Oui. Il est 21h. Non, c'est 21h. Non, 20h30. Non, 21h. Non, ça va arriver 20h30. 30 minutes de plus, ça compte. Ouais. On va s'arrêter. Merci. Merci.
Merci pour votre